Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session du Printemps de l'économie consacrée au thème Allemagne, zone euro, entre conflit et coopération. Je suis Jean-Marc Vittori, éditorialiste au quotidien Les Échos, et ravi d'animer cette session aujourd'hui et pas il y a 7 mois, car il s'est passé 2 ou 3 petits événements qui changent légèrement la façon dont le sujet va être abordé pendant cette session. Nous n'aurions absolument pas eu le même débat au vrai printemps au lieu de l'automne. Il y a 7 mois, l'Allemagne prévoyait un excédent budgétaire de près de 1% de son PIB. Aujourd'hui, les dernières prévisions, comme celle du FMI, prévoient un déficit budgétaire de 8%. C'est un équilibre budgétaire, mais aussi un équilibre de politique économique qui est radicalement différent et qui change considérablement tout le débat sur la position de l'Allemagne vis-à-vis et au sein de la zone euro, qui a été très animée depuis au moins 10 ans, si ce n'est 15. L'Allemagne pratique aussi une politique de relance que certains pourraient qualifier de forcenée. Elle a aussi accepté un plan de relance européen de 750 milliards d'euros avec l'émission d'un emprunt communautaire. Et ça aussi, ça aurait été sans doute très difficile, ne serait-ce qu'à pas imaginer, mais à envisager comme possible il y a 7 mois. Reste néanmoins des invariants et on va beaucoup parler pendant ces échanges de ce qui change et ce qui ne change pas. C'est l'excédent extérieur allemand qui va rester de 7% du PIB, qui est prévu exactement au même niveau qu'il y a 7 mois. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Nous savons que pour faire une Europe plus forte, il faudra plus de coopération. Il y a des problèmes du côté français, mais là, nous allons nous mettre sur le versant allemand. Avec 5 excellents spécialistes du sujet, avec qui je pourrais passer 1h15 avec chacun d'entre eux, mais ça ne va pas être le cas, donc je vais parfois les presser un petit peu. Je vous les présenterai au fur et à mesure, et je vais commencer avec Agnès Benassi-Kéré. Alors, Agnès est chef économiste du Trésor, autant dire que c'est l'économiste en chef de Bercy. Elle a travaillé sur les questions de la zone euro depuis un certain temps, on va dire. Elle avait fait une économie de l'euro avec Benoît Cœuré qui avait été à son poste en 2002. Elle a fait une note du CAE avec l'un des autres intervenants qui s'appelait « Quelle union budgétaire pour la zone euro ?» Et donc, Agnès, pour commencer, j'aimerais que tu nous brosses le paysage. Où est-ce qu'on en était avant la crise ? Et avant la crise, il y avait déjà une crise précédente qui a abouti peut-être à un certain nombre de changements qu'on voit éclore aujourd'hui. Absolument. Donc, merci Jean-Marc. Bonjour à tous. L'Allemagne a abordé cette crise dans une période de ralentissement, parce qu'il faut bien avoir en tête que même avant cette crise Covid, les tensions commerciales internationales étaient à la hausse et l'Allemagne est très dépendante du commerce international. Et, par ailleurs, il y a un problème sur le secteur automobile qui est en pleine transformation. Et donc, l'Allemagne avait déjà quelques doutes avant l'arrivée de la crise. Mais il est vrai que par rapport à la crise précédente, l'excédent courant allemand avait énormément augmenté. Et donc l'Allemagne aborde cette crise avec un excédent de 7% du PIB qui est très au-dessus de ce que le FMI, par exemple, considère comme un excédent normal compte tenu du vieillissement de la population. Alors, en général, on prend en compte, pour expliquer les excédents allemands, plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'est le vieillissement, qui pourrait expliquer de l'ordre de 1/3 de ce 7 points de PIB. Le deuxième, c'est évidemment la compétitivité. Donc, je pense qu'on va pas mal en parler, Xavier en parlera. Alors, c'est un peu subtil, ce phénomène, parce que quand on regarde les coûts salariaux unitaires, donc le coût du travail corrigé par la productivité, en réalité, dans les secteurs dits exposés à la concurrence internationale, donc prioritairement de l'industrie, et bien la France et l'Allemagne ne sont pas si différents. Donc il y a eu des divergences, mais ça s'est pas mal corrigé. Et en réalité, c'est plutôt dans les secteurs non échangeables, donc des services, que ça a vraiment divergé. Et alors, on va dire, mais finalement, ça ne devrait pas participer à la compétitivité puisque c'est des secteurs locaux. Mais en fait, non, parce que c'est un ingrédient énorme dans l'industrie. Si vous réfléchissez aux cantines des salariés, même si aujourd'hui, au nettoyage, au gardiennage, tous ces services aux entreprises, ça compte évidemment dans la compétitivité après à l'exportation. Donc il y a eu une modération salariale très forte dans les années 90-2000, et puis il y a eu un rattrapage depuis, mais qui est seulement partiel. Donc ça expliquerait de l'ordre de 1/3 de cette hausse du solde courant allemand. Et ensuite, eh bien, il faut se tourner vers des éléments de politique budgétaire
où on a vu, après la crise précédente, que l'Allemagne a très vite, donc il y a eu en 2009 un soutien budgétaire, une politique budgétaire expansionniste partout dans le monde, en réalité, et en Allemagne aussi. Mais très vite, l'Allemagne a ajusté, alors que dans la zone euro, c'était un des pays qui avait le plus de temps pour le faire, parce qu'il n'avait pas, enfin par rapport au pacte de stabilité. Mais l'Allemagne, il faut toujours le rappeler, s'est donné des règles différentes, qui sont des règles nationales, qui sont plus dures que les règles européennes, qui l'ont amené à ajuster beaucoup très vite, alors que d'autres pays étaient obligés de le faire aussi dans le sud de la zone euro. Et donc finalement, tous les pays européens ont ajusté en même temps, et ça a causé une deuxième crise en fin 2011-2012, qu'on aurait pu vraiment éviter. Donc c'est un peu la crainte aujourd'hui des macroéconomistes, c'est qu'après cet épisode de crise aiguë et de mesures d'urgence, alors je corrige un tout petit peu parce que les gens disent l'Allemagne, plan de relance 130 milliards, la France 100 milliards, et donc l'Allemagne plus que la France. Non, parce qu'en pourcentage du PIB, en réalité, la France est au-dessus. Mais bon, donc la vraie question, donc on va peut-être discuter aujourd'hui, c'est d'une part la crise Covid, en quoi ça modifie les déséquilibres, ce qu'on pense des déséquilibres, et d'autre part la politique budgétaire, donc qui est un ingrédient important. Il faut toujours rappeler que le solde extérieur, c'est l'excédent d'épargne sur l'investissement. Cet excédent, il peut être d'origine privée. Donc on sait qu'avant la crise, il y avait un taux d'épargne élevé dans les ménages. Pour les ménages, il a augmenté comme en France, mais un peu moins qu'en France. Mais aussi les entreprises épargnaient énormément. Et puis du côté du secteur public, donc le secteur public épargnait. Aujourd'hui, il désépargne. Mais probablement, et c'est déjà dans le discours en Allemagne, en 2022, va commencer l'ajustement. Et donc, la réponse à cette question de l'avenir des déséquilibres dans la zone euro dépend beaucoup de ce que fera l'Allemagne en sortie de crise et comment est-ce qu'on va coordonner les politiques budgétaires en sortie de crise, sachant qu'on n'a jamais réussi à les coordonner avant. Quelles leçons l'Allemagne a-t-elle tiré, d'après ce que tu peux voir, de la crise précédente et de cette sortie qui a été un petit peu compliquée ? Je pense que l'Allemagne, pour cette crise, a eu quand même une attitude extrêmement coopérative dans la crise. Et il faut quand même rappeler que le plan de relance Next Generation EU, le plan de relance européen, est né au départ par un accord franco-allemand. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est le vocabulaire. Après la précédente crise, on disait il y a des problèmes d'aléa moral, parce que c'était une crise d'endettement, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas une crise d'endettement. C'est une crise qui vient de l'extérieur. On peut discuter comment elle est gérée dans les différents pays, mais les économistes allemands ne rendent pas les États ni les banques responsables de la crise. Et ça fait une énorme différence. Et donc ça a permis de surmonter des différends qui paraissaient impossibles à surmonter avant cette crise Covid, pour aller vers un plan de relance européen, ce qui est une étape majeure dans la construction européenne. Patrick Artus, Patrick est économiste en chef chez Natixis. Son dernier livre s'appelle L'économie post-Covid, donc il est déjà au-delà, qu'il a écrit avec Olivier Pastré. Il avait créé aussi un euro par ici la sortie en 2017. Tout ça, c'est publié chez Fayard. Patrick, que doit faire l'Allemagne qu'elle n'a pas encore fait? Comment tu évalues les changements qui ont déjà été faits dans la façon dont l'Allemagne a abordé cette crise par rapport à la crise précédente? Oui, alors ce qu'on a vu, Agnès vient de le rappeler, c'est comme une attitude qu'on peut appeler coopérative à court terme, puisque les Allemands acceptent a priori le plan de relance, les Allemands font ce déficit budgétaire, je crois que le chiffre officiel allemand c'est 7,5 du PIB, et on a une attitude et puis, grand débat, l'Allemagne a accepté la politique monétaire de la BCE, en tout cas elle l'accepte pour l'instant. Moi, je crois que la question, c'est que là, on est en crise. Et la question, c'est plutôt, effectivement, le post-crise. Je ne crois pas que l'Allemagne reniera complètement sa vision de la politique économique que nous connaissons. Et que ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait un rétablissement, il me semble, de la confiance de l'Allemagne dans le reste de l'Europe pour qu'on puisse continuer à avoir des politiques coopératives. Parce qu'il y a plein de dossiers qui vont s'ouvrir. Il y a le dossier d'un fonds permanent d'investissement européen, au-delà du plan de relance. Il y a le dossier de la taxation des multinationales, qui est pour l'instant bloqué à l'OCDE. Enfin, il y a énormément de dossiers qu'il faudra traiter au niveau européen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la vision de politique économique de l'Allemagne? La première, c'est qu'il faut des règles. L'Allemagne
détestent ce que les économistes appellent la discrétion, c'est-à-dire qu'on réagisse de façon ad hoc à une situation imprévue. Donc, si on considère que les règles budgétaires de l'Europe, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ne seront plus applicables, ce qui commence à l'air d'être l'objet d'un assez grand consensus, on ne pourra pas faire l'économie de règles. Donc, il serait bien de lancer tout de suite un travail, une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est les règles budgétaires en Europe après. Une règle intelligente serait par exemple qu'on puisse financer par la dette les bons investissements publics. Simplement, il faudrait se mettre d'accord. On a fait une taxonomie du vert, il faudrait faire une taxonomie du bon investissement public, ce qui n'est pas évident. Après, il y a une vision allemande qui est l'ordolibéralisme. C'est-à-dire que l'État donne un cadre macroéconomique, de concurrence, de réduction des inégalités, mais l'État n'intervient pas directement dans les choix des entreprises. Donc il n'y a pas d'interventionnisme. Politique industrielle, c'est plus de l'environnement que de directement une intervention entreprise. Comment est-ce qu'on gère ça par rapport à la vision française, qui est plus une vision où l'État est assez directif dans les choix des technologies ou des secteurs qu'il faut privilégier. Et puis, il me semble qu'il y a une question tout à fait centrale qui va être la question de la confiance de l'Allemagne dans le reste de l'Europe. Alors Agnès rappelait l'excédent extérieur de l'Allemagne, 8 points de PIB. Cet excédent est aujourd'hui prêté, qui est un excédent allemand, moi, ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, c'est que cet excédent allemand n'est pas prêté au reste de l'Europe. Il l'était jusqu'en 2012. En fait, il y a les Pays-Bas qui sont dans une situation encore pire que l'Allemagne, mais enfin, c'est plus petit. L'excédent allemand et hollandais, jusqu'en 2012, était prêté aux autres pays de la zone euro. La zone euro avait une balance extérieure qui était à peu près équilibrée. Aujourd'hui, l'excédent allemand et hollandais, ils fabriquent l'excédent de la zone euro parce qu'il est prêté au reste du monde. Donc, il va y avoir un sujet absolument central qui va être le rapatriement de l'épargne des Allemands et annexement des Hollandais sur le financement d'investissements dans la zone euro. Si on n'arrive pas à faire ça, on va avoir un problème de financement. Et il faut qu'on investisse davantage, je crois qu'on est tous d'accord, et cet investissement doit être financé par l'épargne, par l'excès d'épargne des Allemands et des Hollandais. Donc là, il me semble que la bonne politique économique, ce n'est pas de demander aux Allemands de baisser leur excédent extérieur. D'abord, on n'y arrivera pas. En plus, comme Agnès l'a rappelé, c'est un pays où il y a une terreur totale qui est le vieillissement. Donc, on a du mal à imaginer que les ménages allemands se mettent à épargner moins. Il y a une détestation de la dette, aussi bien de la dette publique que privée. Donc, on ne verra pas une grande vague d'endettement après cette crise en Allemagne. Donc, ils vont garder leur excédent extérieur. Simplement, il faut le garder à l'intérieur de l'Europe. Mais ça ne se décrète pas. Et donc, pour le faire, il va falloir que l'Europe ait des règles ou des façons de fonctionner qui correspondent à peu près aux desiderata de l'Allemagne. Donc, par exemple, il va falloir qu'on ait ces règles budgétaires dont je parlais au début et qui permettent aux Allemands d'acheter les dettes publiques des autres pays. Si on est dans un vague total sur les règles budgétaires, les Allemands n'achèteront pas les règles des autres pays. Il va falloir qu'on soit assez clair sur la situation des banques. Sinon, on ne rétablira pas la circulation des capitaux interbancaires entre les systèmes bancaires et les assureurs allemands n'accepteront pas de transférer de l'épargne dans les autres systèmes financiers des autres pays, etc. Donc je pense qu'il va falloir faire un effort dans le reste de l'Europe de compréhension de ce qui peut rétablir la confiance des Allemands dans le reste de l'Europe et qui amènera l'épargne des Allemands à s'investir dans le reste de l'Europe. Et si on échoue à faire ça, l'excédent allemand continuera d'être prêté au Trésor des États-Unis, ce qui est quand même une des plus grandes frustrations qu'on a depuis 7 ou 8 ans en Europe. Si on va revenir sur ces différents points, excédent de 8 points de PIB, donc ce n'est pas un problème. Non, moi, ça me paraît... De toute façon, on n'y peut rien. Je veux dire, il y a une sociologie de terreur du vieillissement, il y a une détestation de la dette. Mais si nous le prêtait, je veux dire, personne ne se pose de questions sur l'excédent de la balance courante de l'Île-de-France, quoi, je veux dire, donc, qui est énorme, donc, et qui finance le déficit extérieur de l'Auvergne. Enfin, donc, donc, il faudrait que l'excédent extérieur de l'Allemagne, dans une union monétaire avec une circulation normale des capitaux, les régions n'ont pas besoin d'avoir des comptes équilibrés. Donc, il faudrait qu'ils soient prêtés aux autres Européens, ce qui était le cas. Malheureusement, le problème psychologique allemand, c'est que il a financé la bulle immobilière en Espagne, au Portugal, en Irlande, etc. Il a financé des dépenses publiques très inefficaces, les aéroports espagnols où il n'y a pas d'avion. Donc il faut rétablir la confiance des Allemands dans l'utilisation que les autres feront de l'épargne des Allemands. Et si on n'y arrive pas, on aura un problème continuel de perte d'épargne dans la zone euro. Xavier Rago, président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures
économiques. Xavier, qu'est-ce qui a changé dans la position allemande, notamment dans la relation avec la France ? Je pense beaucoup. Personnellement, c'est ce sur quoi je commencerai par insister, à quel point l'Allemagne a changé à court terme. Il faut prendre la mesure du changement et après pour se demander est-ce que ça va être permanent ou pas. L'Allemagne, lors de la création de la zone euro et de la transition vers la monnaie unique, une condition sine qua non était une absence d'Europe de transfert, pas d'endettement commun, etc., etc. Sur chacun des sujets, aujourd'hui, l'Allemagne est sur la position française. On a un endettement commun, on a une Europe des transferts. Le plan de relance dont on va parler de 750 milliards, d'après la BCE, c'est un transfert de 2% du PIB allemand vers l'Espagne et le Portugal. 2% du PIB, c'est le plan Marshall en Europe dans l'après-guerre. L'évaluation, c'est 2% du PIB, le plan Marshall. On est en train de faire une Europe de transfert absolument gigantesque avec le soutien de l'Allemagne. Ensuite, quand on prend le débat européen, moi j'ai trouvé que le courage du nouveau ministre des Finances, Olaf Scholz, dans le débat international était assez impressionnant, puisqu'il défendait en Allemagne un moment hamiltonien, avec une référence avec la constitution du fédéralisme américain, en disant voilà, on dépasse, on crée un fédéralisme, c'est une solidarité européenne. Ils ont été... Juste, ça s'est passé en 1790 aux États-Unis. C'est les États, les 13 États à l'origine de la fédération qui ont fondu leur dette dans une dette commune. Et c'est considéré comme... Enfin, c'est Alexander Hamilton qui était secrétaire au Trésor qui a mené l'opération. Tout à fait. Merci de ce point, parce que la référence est effectivement à la constitution, à la solidarité entre les États après la socialisation de la guerre d'indépendance. Donc vous voyez, pour un Allemand, et même pour un Français, le symbole est extrêmement fort, et personne en France n'a osé défendre un moment hamiltonien d'une constitution d'un fédéralisme. Bon, ce qui se fait en ce moment, c'est pas du tout un fédéralisme, on n'en est pas là, mais au niveau du symbole de porter à une transition, c'est très fort. Troisième élément, et on le sait, alors il y a des différences structurelles, le plan de relance allemand est beaucoup plus keynésien, old school entre guillemets, que le plan de relance français, notamment avec la partie baisse de la TVA transitoire pour stimuler la consommation des ménages. Donc sur chacun des items où il y avait un jeu de rôle européen, la France fédéraliste, la France keynésienne, la France des transferts, eh ben, l'Allemagne, elle est dans cette position-là, parfois plus que la France. Point 1. Point 2, au niveau des équilibres européens, aujourd'hui, l'Allemagne est du côté de la France pour défendre le plan de relance face aux États dits frugaux qui veulent le remettre en cause avec la discussion, avec l'État de droit, etc. Bon, on pourra rentrer dans ces détails de négociation actuelle du plan de relance. Mais disons que le rôle de l'Allemagne dans une consolidation fiscale européenne est moteur, plus que la France, je dirais même, plus que la France. Donc, est-ce que c'est purement conjoncturel ou pas ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a changé de monde pour deux raisons. Un, je pense que la compréhension des enjeux internationaux par l'Allemagne est parfois, je dirais, un peu plus élevée que ce que je peux percevoir dans notre pays, peut-être du fait de l'excédent commercial. Donc, ils pensent en termes géopolitiques, comment ils vont vendre leur voiture à qui. Donc, ils ont une pensée géopolitique un peu plus profonde. Qu'est-ce qui se passe ? On voit que les États-Unis émergent. On voit qu'une tentative de partenariat avec la Russie, ça ne marche pas. Donc, ils sont repositionnés à l'intérieur de la zone euro. Et la Chine, de partenaire, devient plus ou moins adversaire commercial. Donc, on sent que, même pour les pays exportateurs, il faut reconstituer une zone économique dans laquelle les choses puissent fonctionner. Donc, je pense vraiment que la politique économique, l'intellectualité allemande, qui est assez présente dans différentes institutions, investit dans la zone euro pour le développement allemand. Je pense qu'il y a un changement profond. Je pense qu'il y a un changement profond des équilibres géopolitiques, géoéconomiques de l'Allemagne, et que l'Allemagne sera peut-être un moteur de plus que ce qu'on pensait de l'intégration économique. Dernier point, je pense que c'est aussi lié à un changement de génération. Les nouvelles équipes sont différentes. On avait Schäuble dans la gestion de la précédente crise, et Schäuble, souvenez-vous, il voulait sortir la Grèce de la zone euro. Là, on a Olaf Scholz, qui est ministre des Finances, qui est un ministre SPD. On a d'autres équipes, une autre génération, qui est beaucoup moins ordolibérale historique, qui était portée par l'autre génération, qui est un peu plus consciente des enjeux d'équilibre macroéconomique. Donc je pense qu'il y avait une spécificité un peu d'une intellectualité un peu rigide allemande qu'on voyait notamment au ministre de l'économie, plutôt qu'au ministre des Finances, qui se dissout et qui arrive dans un espace de discussion plus intégré, qui aboutit à cette conclusion qu'aujourd'hui, ils ont un plan de relance qui a une composante un peu plus keynésienne que la nôtre. Donc je suis assez optimiste sur la capacité de travailler ensemble à moyen terme.
Le grand déséquilibre qui reste, c'est celui qui est un énorme déséquilibre, et c'est le petit point de différence avec Patrick Artus, qui est l'excédent commercial allemand. Moi, je pense que c'est un des plus grands déséquilibres mondiaux. C'est le pays le plus exportateur du monde, c'est la Chine. C'est plus que la Chine, c'est l'Allemagne qui exporte plus que la Chine. Et c'est pas une union monétaire standard. C'est une union monétaire dans laquelle on a une énorme divergence. Ça va être mon dernier point, je finirai là-dessus pour ne pas être trop long. Pour un, être inquiétant, et deux, être positif. Le problème de la zone euro, c'était la grande divergence des salaires et des prix, des taux d'inflation différents. Et ça, avant, tous les 20 ans, la France, on dévaluait de 10-15% par rapport à l'Allemagne. C'était comme ça qu'on régulait notre différence, parce qu'on a plus d'inflation. Là, on ne peut plus dévaluer, on est largement surévalué par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne a fait une modération salariale incroyable qui lui a donné cette capacité exportatrice pour au moins un tiers, a dit Agnès. Bon, allez, j'irai jusqu'à la moitié, mais c'est un débat technique d'évaluation, c'est un détail. Donc on a un énorme problème qui est que en fait, les salaires allemands sont trop faibles. Le point positif, pour vous dire à quel point je pense que l'Allemagne a changé, c'est que quand on discutait avec nos amis allemands il y a 10 ans, l'idée d'un salaire minimum, pour eux, c'était une folie française, c'était du socialisme étatiste. Voilà. Ce qu'il fallait, c'est un dialogue social, un partenariat fort qui était un peu parti de l'ordolibéralisme. Les Allemands ont introduit un salaire minimum en 2015, à un niveau élevé, pour donner du revenu. Et la dynamique du salaire minimum, la dynamique des salaires en Allemagne est très élevée et elle est voulue par le gouvernement. C'est-à-dire que le plan de relance va faire de l'activité, va faire des hausses de salaire et ça va contribuer au rééquilibre européen. Donc je vois, il y a encore beaucoup de déséquilibres. Et ce que je vois du côté allemand, c'est quand même un réinvestissement dans l'Europe avec la politique sur le marché du travail, la politique budgétaire, l'acceptation de la politique monétaire, comme a dit avec le moment Karlsruhe, mais on voit que quand même on va dans le bon sens d'une acceptation de la politique monétaire à venir avec des plans de relance annoncés par Lagarde très importants. Donc il y a quand même un changement profond. Donc je reste inquiet sur le court terme de passer cette crise, mais notre capacité à reconstruire une Europe avec des transferts, une solidarité européenne est beaucoup plus élevée qu'il y a 4-5 ans. Pratiquement l'inverse de Patrick. Patrick disait à court terme qu'il était plutôt rassuré et posant des questions sur le moyen terme. Et toi, tu es sur la position inverse, mais on va naturellement revenir là-dessus. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez poser des questions. J'imagine que sur un écran, vous avez régulièrement un numéro de téléphone où vous pouvez envoyer vos questions et je les prendrai un petit peu plus tard. Alors, on va maintenant aller en Allemagne. Il n'y a pas d'intervenant allemand à cette session, mais nous avons avec nous Sylvain Broyer. Sylvain est économiste en chef chez Standard & Poor's, une agence de notation. Il est responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, Sylvain vit en Allemagne depuis longtemps, donc on est assez curieux d'entendre son point de vue sur ce qui a changé en Allemagne. On a entendu des points de vue de Français en France. Est-ce qu'un Français en Allemagne perçoit les choses un peu différemment ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous, virtuellement parlant en tout cas. Si je ne peux pas être en présentiel, je le regrette. Alors, l'Allemagne change économiquement parlant, oui. On peut dire qu'elle s'affaiblit. En tout cas, elle est beaucoup moins profitable aujourd'hui qu'elle l'a été il y a quelques décennies. Et ce n'est pas seulement en raison de l'essoufflement de son modèle exportateur, le plan Chine 2025. Ce qu'on peut voir, c'est que la part des salaires dans le revenu est revenue sur les niveaux d'avant les grandes réformes allemandes, d'avant l'agenda Schröder. On a des pertes de compétitivité, coûts qui vont bien au-delà des CSU. Ça ne concerne pas seulement le salaire, ça concerne aussi, comme Agnès l'a rappelé, l'énergie, le foncier et tous les services consommés par l'industrie allemande. Perte de compétitivité vis-à-vis des grands voisins européens. L'économie allemande s'est probablement très bien préparée au vieillissement de sa main-d'œuvre. Non seulement par les réformes passées des régimes sociaux, mais elle a de plus en plus recours à la main-d'œuvre étrangère. La part de main-d'œuvre étrangère a radicalement changé la physionomie du marché du travail allemand sur les 10 dernières années. Et puis, on a aussi des process industriels qui sont adaptés au vieillissement. Mais l'économie allemande est mal adaptée au vieillissement de ses produits. Et surtout de son tissu de PME. On a un très faible niveau de création d'entreprises en Allemagne, qui vient des questions démographiques, du vieillissement, mais aussi d'un régime fiscal mal adapté à la transmission et à la création d'entreprises.
je crois que ce n'est pas un secret de dire que la sous-accumulation du capital en Allemagne devient un problème pour le bien-être futur des générations d'Allemands. Et puis, on n'a pas mentionné encore la fragilité du secteur financier, mais l'exemple de Wirecard nous le rappelle. Donc, l'Allemagne aujourd'hui est acculée. Donc, elle change politiquement parlant, sans changer de chancelière d'ailleurs. Hein, et là, il y a beaucoup de raisons à ça. Alors, je ferai un petit aparté sur l'ordolibéralisme que j'aime beaucoup, mais je pense déjà que 15 ans de grandes coalitions ont accru la capacité des grands partis allemands à faire des compromis, et ça se retrouve au niveau européen. On a un peu moins de pensée unique aussi. Alors, est-ce qu'il faut y lire la moindre mainmise de la CDU sur les institutions du pays? Peut-être. Rappelons aussi que les membres de la CDU vieillissent. Mais un exemple, c'est que vous avez Isabelle Schnabel, le membre allemand du board de la BCE, qui n'hésite pas à critiquer ouvertement Jens Weidmann dans les journaux allemands. Donc moins de pensée unique. Et puis, il y a la question du bipartisme. Est-ce que le bipartisme allemand est usé? L'Allemagne est un des derniers grands pays du G7 où le bipartisme se pratique encore fortement. Et quand on voit les autres pays du G7 où le bipartisme est en vigueur, l'efficacité politique de ce système n'est pas forcément évident aujourd'hui. Alors, sur l'ordolibéralisme, il n'y a absolument aucune incompatibilité entre salaire minimum et ordolibéralisme, puisque je vous rappellerai que Walter Eucken, un des pères de l'ordolibéralisme, revendiquait l'introduction d'un salaire minimum lorsque les formes du marché du travail étaient non concurrentielles, ce qui est probablement le cas aujourd'hui. L'Allemagne n'a pas toujours été ordolibérale. C'est aussi le pays de Friedrich List et de la théorie des forces productives, et donc du développement national de l'industrie. En revanche, l'Allemagne a toujours été pragmatique. Et le moindre attachement à l'ère actuelle de l'Allemagne aux règles, qu'elles soient européennes ou nationales, provient de ce que ces règles-là ont montré leurs limites. Le fiscal board a montré les Européens a montré les limites de Maastricht. Le frein national, ou le manque en infrastructure digitale en Allemagne a révélé les limites du frein national à l'endettement. Et puis, on a un échec patent de la concurrence, de la politique de concurrence européenne sur la fusion Alstom-Siemens, déjà, et d'autres. Et puis, l'ordolibéralisme, en fait, est effectivement attaché à la règle, mais à la règle quand il est persuadé que celle-ci est efficace. Et par exemple, la politique européenne de concurrence est une traduction assez directe de l'ordolibéralisme allemand, mais qui est lui-même basé sur une conception totalement dépassée de la concurrence, qui était celle d'ailleurs de Stackelberg, hein, sur une forme de marché, la politique de la concurrence basée sur la taille des acteurs de marché. Depuis, on a eu Hayek. Et les ordolibéraux, enfin les néo-ordolibéraux aujourd'hui, ont totalement dépassé la vision de la concurrence de Eucken et épousent totalement la vision de la concurrence dynamique. Donc, voilà, ça c'est le salaire minimum n'est pas anti-ordolibéral et discuter la règle quand elle n'est plus efficace est aussi compatible avec l'ordolibéralisme. Ensuite, on va peut-être t'écouter ensuite à nouveau. D'accord. Il y a une question qui est posée sur la relève d'ailleurs en Allemagne. Xavier évoquait une nouvelle génération. Une nouvelle génération d'ailleurs, c'était un peu paradoxal parce que cette nouvelle génération, elle est souvent moins francophone et moins francophile que la génération précédente. Wolfgang Schäuble, que tu as cité, était francophile et francophone. La nouvelle génération ne l'est pas, mais elle est plus sensible. Comment ça va se passer après Angela Merkel, qui est aussi évidemment un acteur important? Xavier ou bien Sylvain? Je laisse Sylvain commencer, c'est plus simple par Zoom. Vas-y Sylvain. Alors, les changements ont été permis avec une nouvelle génération politique, mais il va y avoir une nouvelle génération politique au niveau supérieur. Comment ça peut faire évoluer cette position allemande sur les questions de coopération vis-à-vis de l'Europe?
il y a effectivement un changement de génération au niveau politique. Xavier l'a rappelé. Regardez le ministère des Finances, comme il a évolué à différents postes. Le revirement politique de l'Allemagne, c'est un revirement de raison, pas de cœur. Angela Merkel a fait les compromis nécessaires. On sauve l'Italie pour continuer à exporter. Mais je ne pense pas qu'on ait épousé pour autant le modèle français de politique industrielle ou de politique budgétaire. L'Allemagne met 300 millions de participation sur BioNTech pour ne pas répéter l'erreur de KUKA, mais elle hésite sur Nord Stream et Huawei. L'Allemagne change politiquement parce que l'environnement lui devient menaçant pour ses intérêts, et notamment le premier, la peur de perdre l'euro. Il reste des lignes rouges. L'Allemagne doit se montrer aussi bonne européenne pour 6 mois, du fait de le temps de sa présidence du Conseil, mais il faut vendre aussi sa politique à la maison, et les élections, elles approchent. Et aujourd'hui, les deux grands partis s'essoufflent un petit peu. Le SPD tente, notamment via Olaf Scholz, de se redessiner une image. La CDU, CSU, n'est pas encore à ce stade-là. Elle se cherche encore un chef. Et puis, vous avez les Verts derrière. Et quand on regarde un petit peu l'agenda de tous ces partis, au niveau européen, après, dans le monde post-Covid et post-élection allemande, l'Allemagne, pour moi, va pousser pour réécrire les règles européennes plus intelligentes, Patrick l'a rappelé, sur les questions budgétaires, par exemple, mais toujours à son avantage. Et il n'est pas sûr, pour moi, que l'Allemagne fléchisse beaucoup sur les questions migratoires, sur la question de l'assurance européenne des dépôts, contrairement à la position d'Olaf Scholz qu'il avait donnée l'année dernière, sur les règles budgétaires et sur les champions industriels que l'Europe doit faire naître face à la Chine. L'Allemagne reste l'Allemagne. Donc on comprend que c'est très surdéterminé. Alors, micro, Xavier, si tu veux qu'on t'entende. Un point d'accord et un exemple. Effectivement, il y a un changement de génération qui fait que moi, j'ai l'impression, et je vais un peu dans le sens d'abord de Sylvain Boyer, de dire que l'ordolibéralisme, on avait un peu essentialisé les Allemands, l'identifiant l'ordolibéral comme si c'était génétique. En fait, non, je pense que c'est un dispositif institutionnel qui a permis une réconciliation nationale après la Seconde Guerre mondiale, qui a permis une opposition par rapport au communisme naissant. Bon, c'est vraiment contextualiser l'ordolibéralisme. Et quand il faut sortir de la règle pour penser différemment, les Allemands sont déjà sortis de la règle. Souvenons-nous, en 2003, c'est la France et l'Allemagne qui avaient violé les traités de Maastricht parce que c'est dans l'intérêt allemand quand on a mis en place les lois Schröder. Donc, moi, je crois que c'est d'abord des pragmatiques qui ont un intérêt, une conscience plus par rapport à la France, d'un intérêt national. En différentes instances, à la Banque centrale, dans le syndicat patronal, même dans les grands syndicats. Les grands syndicats, ils arrivent à faire une sorte de consensus national, même parfois des grandes entreprises. Donc, c'est d'abord, je pense, le déterminant des évolutions. Il y a une grande partie qui est l'intérêt national allemand. Mais ils sont élus pour ça, les hommes politiques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser le changement de l'environnement pour penser l'évolution allemande. Un petit point de nuance. Alors, je pourrais multiplier les changements de génération. Il y avait Hans-Werner Sinn qui dirigeait IFO, qui était vraiment Institut de conjoncture. Voilà, un institut de conjoncture qui était vraiment parmi les plus durs pour l'explosion de la zone euro, qui est remplacé par Clemens Fuß. Enfin, je pourrais multiplier. Il y a Isabelle Schnabel, il y a Fratscher. Je pourrais multiplier le changement de génération. Effectivement, ils sont un peu plus anglophones. Mais un peu plus internationalisé et donc un peu moins strictement allemand. Le petit point de nuance quand même sur l'Allemagne est faible. Le PIB par tête français est 20% en dessous du PIB par tête allemand. D'accord ? Et ça diverge encore. Donc c'est vrai que l'Allemagne est faible et tous les problèmes internes de l'Allemagne qu'a noté Sylvain sont justes. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, nous c'est pire, quoi. Enfin, donc en relatif, l'Allemagne s'en sort encore très très bien dans la construction européenne et nous on souffre d'un décrochage de notre économie par rapport à l'Allemagne pour les raisons que j'ai dites des divergences européennes. Donc je suis parmi ceux qui, pour ces raisons-là de déséquilibre européen, qui minimisent quand même le décrochage allemand. Parce que quand je vois les autres pays, quand je vois le problème italien et quand je vois la France qui est 20% plus pauvre que les Allemands quand même, alors qu'avant on était quasiment au même niveau, quoi. C'est ça la réalité du décrochage européen. Ça, il faut le gérer. Donc l'Allemagne peut encore faire quelques efforts pour nous aider à lui fournir un marché qui permettra à ces entreprises d'exporter.
Alors, je vois que Patrick n'est pas du tout d'accord, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Alexis Garati, qui est directeur de la recherche économique chez Euler Hermès, dans son pôle France. Donc, Euler Hermès, on est dans de l'assurance crédit. Alexis, vous travaillez sur les chocs macro depuis votre thèse, donc vous suivez ces questions-là depuis un certain temps. Et je voudrais qu'on revienne effectivement qu'on continue plutôt sur la différence franco-allemande, mais par rapport au choc qu'on vit maintenant, qui est un choc, comme le soulignait Agnès tout à l'heure, qui est un choc d'une nature très différente du choc qui avait amené la crise de 2008 ou 2011-2012, qui est un choc d'origine sanitaire. Et vous n'êtes peut-être pas aussi optimiste sur le rapprochement des politiques économiques de part et d'autre du Rhin. Oui, assez pessimiste même. Avec cette nature du choc, qui est un choc sanitaire, on aurait l'impression qu'on a typiquement la définition d'un choc qu'on appellerait commun. On a l'impression que c'est un choc commun, mais en fait, lorsqu'on regarde l'intensité du choc sanitaire à travers les pays, on se rend compte qu'il y a une asymétrie quand même assez forte, très forte, dans la résilience des populations, dans la mise en place des mesures de confinement. Et donc, déjà, le choc sanitaire est fondamentalement asymétrique. Et donc, quand vous évoluez au sein de l'Union monétaire dans un contexte où il y a asymétrie quant à la nature du choc, quant aux effets du choc, ça vient rendre encore plus complexe votre capacité à coordonner les politiques économiques. Le deuxième aspect par rapport au choc sanitaire, c'est la réaction que vous avez à gérer ce choc sanitaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'agressivité sur le plan de la stabilisation conjoncturelle du côté allemand est beaucoup plus forte. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour l'Allemagne, mais je dirais que c'est quand même assez mauvaise nouvelle pour l'ensemble des autres pays européens qui se caractérisent par des infrastructures au niveau de la santé qui sont structurellement endommagées à cause de l'insuffisance d'investissement. On met en avant les capacités de l'Allemagne à accueillir des malades français, mais en même temps, on ne se rend pas compte donc de l'état de quasi-déliquescence dans lequel le système de santé français se trouve. Donc là aussi, on a l'une des limites à la coordination des politiques économiques sur le long terme entre l'Allemagne, la France et le reste de l'Europe. Quel modèle de santé on défend ? Et le troisième aspect, à côté de vos capacités à réagir au choc sanitaire, c'est le contexte politique. Pour avoir une bonne coordination des politiques économiques, vous avez besoin d'un consensus politique. Lorsqu'on regarde le niveau de fragmentation du paysage politique européen, il est à un niveau extrêmement élevé. C'est ce que nous mettons en évidence dans nos analyses risques sur le contexte européen. Ce contexte est extrêmement fragmenté existait déjà à la fin de l'année 2019. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on a un contexte politique aussi fragmenté dans le monde, en Europe, avec la montée des populismes. Parce que l'Europe n'a pas su défendre un modèle social, parce que l'Europe n'a pas su défendre un modèle de redistribution. Donc, pour moi, on a l'aboutissement ici, dans notre incapacité à répondre de manière très efficace à un choc très, très grave. On a ici l'une des limites quant au modèle de coordination et de redistribution au niveau européen. Et à mon avis, je suis désolé si je suis un peu dur, mais l'Allemagne a joué un rôle très important de ce point de vue. Agnès, par rapport à cette analyse comparative franco-allemande, est-ce que tu partages ce point de vue ? Je pense que tu vas être un tout petit peu différent. Donc, merci. Je suis un petit peu plus nuancée parce que, en fait, dans les années avant cette crise, quand on parlait à nos collègues allemands, on leur disait, mais enfin, pourquoi vous investissez pas plus dans les infrastructures publiques ? On lit dans les journaux que les entreprises allemandes perdent du temps parce que les autoroutes sont coupées, le pont, etc. Bon. Et ils nous expliquaient que c'était très compliqué de faire de l'investissement en Allemagne. D'abord, c'est au niveau des Länder. Et puis, déjà, en France, on a l'impression qu'il y a tout un parcours du combattant sur le plan administratif, les autorisations, les recours, etc. En Allemagne, c'est pire. Et ça m'amène au sujet du plan de relance. Xavier a dit il est plus keynésien que le plan français. Et puis, Patrick a dit il est plus grande ampleur. Moi, j'en suis pas si sûre. J'en suis pas si sûre parce que la mise en œuvre n'a rien d'évident en Allemagne. Encore moins qu'en France. Déjà, on critique sur ce qui peut se passer en France, mais en Allemagne, c'est encore moins évident. Enfin, ils partent d'une situation où ils n'arrivent pas, en fait, à mettre en œuvre les investissements qui sont nécessaires. Alors, je veux bien que l'hôpital soit en meilleur état que l'hôpital français, mais il n'y a pas que ça. Et pour la compétitivité allemande, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont manqué d'entretien dans les dernières années. Et aussi, quand on dit l'Allemagne fait un plan de relance demande, la France fait un plan de relance offre, et donc
finalement, on obtient enfin ce qu'on disait depuis longtemps, qu'il fallait pour un rapprochement. J'espère que c'est vrai. Je ne suis pas non plus complètement persuadée. En fait, les mesures en France, sur les 2 premières années, 2021-2022, c'est surtout des mesures de demande, en fait, si on considère que l'investissement public, c'est de la demande. Et du côté allemand, certes, il y a une baisse temporaire de la TVA. Pour l'instant, elle n'est pas passée vraiment dans les prix, donc peut-être que ça va venir. Mais en France, on a quand même le souvenir douloureux de la baisse de la TVA dans la restauration. Alors, certes, c'était une baisse permanente, donc c'est peut-être différent, mais je demande quand même à voir la relance de l'épargne. L'épargne des ménages donc, a augmenté de 8 points par rapport à 2019. Donc c'est moins qu'en France où elle a monté de 12 points, mais elle partait d'un niveau plus élevé. Et par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est de voir des entreprises, parce que avant la crise, c'est dans les entreprises qu'il y avait énormément d'épargne. Et donc comment vont évoluer les marges dans les entreprises allemandes? Il y a un plan de soutien massif. Et ça, c'est quand même de l'offre, un plan de soutien massif pour les entreprises allemandes, pour leur offrir tout un tas de soutien d'urgence. Et je ne peux pas dire au jour d'aujourd'hui comment elle va évoluer la compétitivité des entreprises allemandes par rapport aux entreprises françaises. Et enfin, je voulais dire par rapport aussi un autre point qui est l'excédent allemand, en fait, provoque aussi une externalité sur les autres pays européens. Donc, il y en a une qui est mécanique. Donc, du fait de l'excédent allemand et de l'excédent néerlandais, la zone euro a un excédent vis-à-vis du reste du monde. Cet excédent agrégé provoque, dans certaines conditions qui sont réunies aujourd'hui, une appréciation de l'euro. Et cette appréciation de l'euro, évidemment, handicape un certain nombre de pays qui sont peut-être en manque de compétitivité. Par ailleurs, ça suscite des tensions commerciales. L'agressivité américaine à d'autres égards a un rapport avec les déséquilibres, même si la notion de seul courant bilatéral n'existe pas. Et là, j'aurais un petit différend avec Patrick. Imaginons que les Allemands investissent entièrement leur excédent aux États-Unis et que les Grecs reçoivent des investissements entièrement des États-Unis. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Je pense que ça change quelque chose, mais pas du point de vue comptable. Ça change quelque chose parce que peut-être qu'il y a un risque de change quelque part, peut-être que ça ne crée pas le marché des capitaux intérieurs dont on a besoin, ça ne crée pas une union bancaire dont on a besoin, mais c'est un peu du deuxième ordre par rapport au premier ordre où finalement, le compte financier bilatéral, ça n'existe pas. On voit ex post les entrées de capitaux, les sorties de capitaux, peu importe d'où elles viennent. Je ne sais pas si je suis claire. Deux choses, je voulais répondre à ça, puis je voulais aussi intervenir dans le débat, Xavier, Sylvain. Moi, je reste sur ma position que jusqu'en 2012, à partir de 2005-2006, les Hollandais et les Allemands ont cet excédent. Ça, il ne date pas de la crise, il date en fait de la politique Schröder en Allemagne, aux Pays-Bas. Et cet excédent était prêté au reste de l'Europe. Et il n'y avait pas d'excédent extérieur de la zone euro jusqu'en 2012. Il commence à apparaître à la fin de 2012, début de 2013. Donc, moi, je suggère qu'on revienne à cet équilibre. Donc, le vrai sujet pour moi n'est pas l'excédent allemand. Et d'ailleurs, quand tu regardes ce qui s'est passé, il y a une chute très importante de l'investissement dans la zone euro hors Allemagne et Pays-Bas. Donc en fait, la perte de l'investissement de l'épargne des Allemands et des Hollandais a fait baisser la capacité d'investir de la zone euro. Alors certes, les Américains ou les Chinois peuvent ainsi investir en Grèce et au Portugal, mais ça ne peut pas compenser 8 points de PIB de l'Allemagne ou 12 points de PIB des Pays-Bas. Donc la circulation de l'épargne par un tiers pays, j'y crois absolument pas. Et je pense qu'il faut recréer les conditions d'un investissement de l'Allemagne dans le reste de la zone. Deuxième point, je trouve très intéressant le débat entre Sylvain et Xavier, et je suis pas du tout d'accord avec Xavier. Je pense qu'il y a l'Allemagne a deux stratégies finalement en face d'elle aujourd'hui. D'abord, l'Allemagne va pas bien, et Sylvain l'a rappelé. En tout cas, les entreprises allemandes ne vont pas bien. Elles ont énormément perdu de compétitivité. Le coût salarial unitaire aujourd'hui est 20% plus élevé qu'en France et 35% plus élevé qu'en Espagne. Et la France, c'est à peu près comme l'Italie. En niveau de coût, pas. Les parts de marché de l'Allemagne à l'export diminuent. La profitabilité, Sylvain le rappelait, des entreprises allemandes a énormément baissé depuis 3 ou 4 ans. Oui, heureusement. Alors, il y a deux stratégies de l'Allemagne face à ça. Il y a une stratégie coopérative, qui est celle que tu défends, c'est de dire l'Allemagne va du coup avoir besoin d'un marché intérieur dynamique de l'Europe.
donc va coopérer budgétairement et sur toutes sortes d'autres choses pour relancer le marché intérieur européen et effectivement remplacer des exportations flageolantes vers les États-Unis ou peut-être la Chine par des exportations vers l'Europe. Et puis il y a une deuxième stratégie qui est la stratégie non coopérative, c'est de refaire Schröder. Et de dire on est trop cher, donc il faut de la modération salariale, il faut des baisses d'impôts. C'est ce que réclame le patronat allemand, des baisses massives de la fiscalité des entreprises. Et moi, je pense qu'ils vont refaire Schröder. C'est-à-dire que ce qu'on aura dès la fin de la crise de la Covid, c'est une volonté de rétablir les conditions de l'offre en Allemagne, de baisser les coûts, d'améliorer la compétitivité, de regagner des parts de marché, et peut-être par une technique un peu plus publique, c'est-à-dire moins par la rigueur salariale et plus par des transferts publics, des aides à l'investissement et des baisses d'impôts, mais qui vont essayer de rétablir leurs conditions d'offre et que ça passera avant la coopération européenne. Donc je crois que leur stratégie va être de regagner les parts de marché qui perdent maintenant depuis 3-4 ans et pas de faire de la relance commune en Europe. Alors c'est précisément cette question-là que je voudrais qu'on explore maintenant. On a vu que donc il y a eu un certain nombre de changements en Allemagne qui sont venus à la fois de la crise précédente, des évolutions internes à la démographie, à la compétitivité des entreprises allemandes, et puis du choc du Covid. Maintenant, je voudrais qu'on voit sur ces changements, qu'est-ce qui va rester. Donc, Patrick nous dit, il va rien rester dès qu'on sortira de la crise du Covid, et les entreprises allemandes adopteront à nouveau une attitude très non coopérative, comme elles l'ont fait au début des années 2000. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier, Agnès, Alexis, puis Sylvain? Un point, Micro. Oh, pardon. Je ne suis pas totalement en désaccord avec la possibilité que l'Allemagne reparte dans cette stratégie-là, mais je vais y venir. Mais la première chose, c'est que l'Allemagne va mal. Moi, je n'adhère pas à ce discours-là. Moi, je me souviens, j'étais à une réunion avec un ministère quelconque allemand, sûrement super important, où il m'a demandé, regardez la compétitivité de l'Allemagne, elle baisse relativement à tous les autres pays de la zone euro, l'Allemagne va mal. Attendez, moi je ne comprends pas. On a demandé à l'Espagne de baisser ses salaires massivement pour retrouver de la compétitivité. La France a fait le CICE, ça a coûté le mandat de François Hollande. L'Italie ne fait pas grand-chose. Mais le Portugal a baissé ses salaires des fonctionnaires en euros. On a demandé à tous les autres pays de faire des efforts de compétitivité. Ça a poussé la zone euro dans une déflation dont on n'arrive plus à sortir parce que tous les salaires ont baissé. Donc forcément, la compétitivité relative de l'Allemagne a baissé parce que les autres ont fait un effort de compétitivité énorme qui a un coût social énorme dans les pays du Sud. Donc c'est normal que la compétitivité allemande baisse. Il faut qu'elle continue de baisser contre l'intérêt d'une certaine partie du patronat allemand. Mais la meilleure nouvelle d'un rétablissement européen, c'est la baisse de la compétitivité relative de l'Allemagne au sein de la zone euro. Hors de la zone euro, on s'en fiche, c'est le taux de change. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai dit ça, forcément, c'est très européen. Là, je fais mon français, mon italien, je dis c'est super, on gagne en compétitivité. L'Allemagne va réagir probablement. C'est le point de Patrick, c'est que ce monde-là, est-ce que l'Allemagne va continuer à accepter cette chose-là? Je pense qu'il y aura sûrement des tensions internes en Allemagne pour aller dans ce sens-là, et le patronat l'a exprimé avec des baisses d'impôts massives pour retrouver en compétitivité. Je pense maintenant qu'il y a d'autres forces dans l'Allemagne qui sont des forces qui vont un peu limiter le fait que la stratégie Schröder va être sur la scène en Allemagne. Je pense que, le fait que encore une fois, je me répète, mais la stratégie commerciale des États-Unis, de la Chine et de la Russie change les choses. Il faut que l'Allemagne soit beaucoup plus coopérative pour avoir des marchés à l'export pour ses biens. Petit 2, même les industriels allemands se rendent compte que si jamais il y a beaucoup de faillites en Italie, il y a des imports dont ils ont besoin pour l'industrie qui vont leur manquer. Donc il y a quand même un certain équilibre qui émerge en Allemagne qui est un peu plus favorable. Pour donner le seul exemple, il y a une publication faite par le BDI et l'IMK qui est un think tank qui est assez à gauche en Allemagne, qui allait... Le BDI, qui est l'organisation patronale de l'industrie. Qui est l'équivalent du MEDEF allemand. Donc c'est comme si... qui allait dans un sens un peu inédit sur l'investissement européen de l'Allemagne, qui était porté par le patronat allemand. Donc je pense qu'il y a des signes quand même d'une compréhension d'un nécessaire rééquilibrage porté par probablement le syndicalisme allemand et une partie du patronat. Je suis peut-être un peu optimiste, je veux bien le reconnaître, mais peut-être que là, je ne veux pas être aussi négatif que Patrick. Ils peuvent faire les deux d'ailleurs. Ils peuvent faire à la fois un plan d'offres allemand et un plan coopératif européen. Ils peuvent très bien faire les deux. Mais ils sont tellement... Peut-être pas besoin de choisir. Ils sont tellement riches, les Allemands, qu'ils peuvent se permettre de donner un petit peu d'argent pour acheter une paix sociale européenne. Oui, quant à l'anticipation du modèle allemand, je n'ai pas la réponse malheureusement. Mais si par contre l'Allemagne fait encore le choix de l'ordolibéralisme, d'une coopération à minima,
Je pense que ça serait une grave erreur sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que c'est la question de la définition des biens communs et des objectifs de politique économique. Quand vous basez votre politique économique sur justement une promotion du marché avant tout, et puis un certain conservatisme sur le plan budgétaire, je dirais que vous avez une définition du bien commun à minima. Or, les biens communs ne fonctionnent plus à hauteur des frontières nationales à l'heure actuelle. Les biens communs, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est les plateformes digitales, c'est la digitalisation de l'économie. C'est la résistance à des modèles extrêmement centralisés comme celui de la Chine et des États-Unis. Et c'est les questions environnementales. Donc les questions, toutes ces questions-là, tous ces biens publics qui ont trait à la sécurité environnementale, digitale et même politique, ne concerne plus uniquement l'Allemagne de manière individuelle et nationale. Et donc, fonder sa politique sur le moyen terme, sur la compétitivité, serait, selon moi, s'ils optent pour cette solution, d'une vision à minima de la définition du bien commun, serait une erreur fondamentale sur le plan économique. Parce que, et c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, il y a une incompréhension assez importante de ce qui est en jeu à l'heure actuelle au niveau géopolitique par l'Allemagne, et la réaction et la transformation du paysage politique allemand reflète cette prise de conscience progressive de nouveaux enjeux en ce qui concerne la définition des biens communs. Agnès ? Oui, je voulais revenir sur la question de la compétitivité, la politique salariale et la productivité. Je suis assez d'accord avec Xavier sur le fait que on a eu donc Schröder 1 avec une modération salariale et puis un rattrapage des salaires allemands. Et quand on parle de convergence, il faut bien que cette convergence se fasse pas uniquement parce que les pays qui ont perdu la compétitivité s'ajustent vers le bas, mais il faut bien aussi que ceux qui sont en bonne compétitivité ajustent vers le haut, et c'est ce qui a été fait avec le salaire minimum. Maintenant, il y a un risque que dans les années à venir, déjà la hausse du salaire minimum a été reportée, il y a un risque que ce soit reporté de nouveau, et on manque toujours en Europe d'une sorte d'enceinte de dialogue sur les politiques salariales. On sait bien que c'est un jeu à somme négative. Si chaque pays veut gagner en compétitivité en gelant ses salaires, eh ben, on n'aura jamais d'inflation. Or, cette absence d'inflation est un énorme problème sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. On ne va pas sortir des dettes avec 0% d'inflation. Mais on n'a pas de proposition sur la scène européenne actuellement de coordination salariale. Si. Alors, donc, Xavier et moi avons écrit par le passé sur le sujet. Il y a des conseils nationaux de productivité qui ont été mis en place. Donc, le conseil français regarde cette question de la convergence, et notamment avec l'Allemagne. Le conseil allemand ne regarde pas du tout cette question de convergence. Il regarde ça, quand on lit le rapport, ils regardent ça de manière isolée. Et leur sujet principal, ça a été mentionné tout à l'heure, je ne sais plus par qui est le vieillissement des PME, le vieillissement, le ralentissement des réallocations des facteurs de production. C'est ça leur sujet principal. Et la politique salariale n'est pas, la question de la convergence, c'est même pas discuté comme là on est en train de le discuter. Donc on est dans une situation asymétrique où en effet la convergence est discutée uniquement par ceux qui en souffrent et par les autres. Donc il y aurait besoin au niveau européen d'une coordination de ces conseils de productivité pour mettre des sortes de standards. Il y a un standard qui est évident, qui est les salaires doivent évoluer dans le moyen terme comme la productivité, tout simplement. Et ça, tout le monde peut être d'accord. Et après... c'est le cas avec quand même des écarts qui peuvent être assez longs. Voilà. Et je voulais répondre à ta question aussi. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que nous avons, nous, Français, mais également Espagnols, Italiens, une énorme responsabilité dans les années qui viennent. C'est la gestion du plan de relance. Les Allemands, on est d'accord pour faire ce plan de relance européen. Maintenant, à nous de le faire sérieusement, avec des investissements qui sont correctement sélectionnés, qui délivrent en termes de productivité et il faut également que nous pensions à réancrer nos finances publiques en sortie de crise. Je ne dis pas ajuster, mais réancrer sur quelque chose de manière à rassurer pour faire ce que Patrick disait tout à l'heure, que les Allemands aient envie d'investir chez nous. Oui, il y avait une question qui reflétait ce thème qui était comment la France peut-elle donc reprocher à l'Allemagne d'être sage financièrement ? Sylvain ? Sylvain, tu nous entends ?
ça y est, je vous entends à nouveau. Désolé, vous savez, je suis tributaire des infrastructures digitales allemandes et c'est pas de très bonne qualité. C'est à moi? Oui, oui. Alors, 3 points. Alors, notamment, sur le point d'Alexis, sur le système de santé, je crois qu'il faut quand même pas encenser le système de santé allemand ou l'idéaliser. On a un système de santé à 2 vitesses. Et je pense que le régime de santé public a quand même allemand est pas très loin du système français et peut-être même moins performant que le système français général. Donc attention à ce point-là. Il y a un système de santé à 2 vitesses en Allemagne. Sur la question de la convergence de la profitabilité. Certes, on a effectivement une convergence. Depuis entre 2012 et avant le monde Covid, l'Allemagne a perdu 4 points de profitabilité, là où l'Italie et l'Espagne en ont gagné 4, et la France a fait 0. Donc il y a une convergence, mais attention, et cette convergence peut être la bienvenue d'un point de vue des questions d'homogénéité de la zone monétaire, mais l'économie allemande n'est pas du tout exposée de la même façon que l'économie italienne ou espagnole le sont à la concurrence internationale. Les Italiens et les Espagnols exportent vers l'Allemagne et le reste de la zone euro, principalement, alors que l'Allemagne exporte vers les États-Unis et la Chine. Donc, la question de la compétitivité de l'industrie allemande, des entreprises allemandes et de la profitabilité de l'économie allemande ne se pose pas de la même façon que pour les autres. Et sur le point de Patrick, effectivement, il y a la possibilité, tout à fait, que le prochain chancelier, a priori ce sera un homme, mais que le prochain chancelier allemand fasse du Schröder 2. C'est pas arrêté aujourd'hui. On sait pas qui va sortir gagnant de la primaire de l'Union chrétienne. Il y a 4 candidats en course aujourd'hui et il y en a au moins 2 qui portent à cœur de satisfaire l'industrie allemande. Et ça fait très longtemps que l'Allemagne n'a pas baissé les impôts sur les sociétés. Donc c'est tout à fait une possibilité. Et en tout cas, quel que soit le chancelier qui ressorte, si vous écoutez même les Verts allemands aujourd'hui, certains se définissent, et ils sont certains d'ailleurs élus au Parlement européen, se définissent comme ordolibéraux, eux aussi. Donc je pense que l'Allemagne a effectivement bien compris que les règles actuelles, nationales et européennes, étaient dépassées, qu'il faut les réécrire, mais l'Allemagne reste attachée aux règles. Mais pour revenir au point, stratégie coopérative ou stratégie non coopérative dans les années à venir? Ça va dépendre de l'environnement extérieur, ça va dépendre de ce qui se passe en Chine, ça va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis, ça va dépendre de ce qui se passe avec le Brexit, ça va dépendre de ce qui se passe avec la Russie, parce que effectivement, comme il a déjà été dit, l'Allemagne a besoin de vendre ses produits. Si elle peut plus le faire de façon aussi profitable vers la Chine ou vers les États-Unis, il va falloir qu'elle le fasse vers l'Italie. Donc, vu comment le monde évolue aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'Allemagne, dans le futur, sera plus coopérative parce qu'elle a plus besoin de l'Europe qu'elle n'en avait besoin il y a une vingtaine d'années. Mais ça va dépendre. Si on a un démocrate aux États-Unis plutôt qu'un républicain, ça peut changer. Donc, on ne peut... Enfin, rien n'est joué. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Je rappelle que pour l'instant, les Chinois recommencent à acheter absolument massivement des Mercedes et des BMW. Et c'est tout à fait impressionnant. Une question au vu de l'économie, la puissance de l'économie allemande. Pourquoi est-ce qu'elle ne joue pas un rôle plus leader en Europe ? Et c'est une question de quelqu'un qui a l'impression que c'est la France qui le fait. Mais est-ce que je ne suis pas si sûr que ce soit la France qui le fait? Qui veut répondre à cette question? Patrick, vas-y. Je pense qu'on a sans doute tous un avis. Ça dépend leader de quoi. Là, on ne parle plus d'économie. Enfin, il y a quand même un changement. Enfin, on avait un débat au printemps de l'économie hier, d'ailleurs, sur le statut de l'euro comme monnaie de réserve, qui curieusement rejoint ce débat-là.
Est-ce qu'à un certain moment, l'Europe est prête à assumer ce que ça implique d'avoir une monnaie de réserve mondiale? C'est-à-dire, d'abord de s'intéresser à ce qui se passe dans le reste du monde, de fournir des aides financières éventuelles au reste du monde. Regardez les accords de swap de la Réserve fédérale, par exemple, avec toutes les autres banques centrales, qui sont un des facteurs centraux de la stabilité financière mondiale. Éventuellement d'intervenir militairement dans le reste du monde. Donc, est-ce que l'Europe a l'intention d'évoluer dans cette direction-là? La France, certainement oui. On voit bien l'interventionnisme international assez grand, on voit en Afrique, au Caucase, en Méditerranée. Est-ce que l'Allemagne a l'intention d'aller dans la voie de la France pour une plus grande présence internationale, diplomatique et militaire éventuellement? Moi, j'ai l'impression que oui, j'aimerais avoir l'avis des autres, mais j'ai l'impression qu'on a une petite évolution dans ce sens-là. C'est absolument nécessaire parce qu'à nouveau, l'euro n'est qu'une monnaie secondaire tant que l'Europe n'a pas de rôle diplomatique, militaire ou de puissance internationale. Tant que c'est uniquement le poids dans le commerce mondial qui compte, ça ne suffira pas. Il faudra autre chose pour que l'euro soit une vraie monnaie de réserve. Donc est-ce qu'on est prêt à... Alors, c'est du franco-allemand. On avait les Anglais. Les Anglais, c'est autre chose. Mais les Anglais ont ce rôle international. Mais les Anglais ne sont plus là. Donc, est-ce que les Allemands sont prêts, avec les Français, à envoyer des troupes à l'étranger, prendre des positions tranchées sur des conflits à l'extérieur, intervenir dans les instances internationales? J'ai l'impression que ça évolue un peu dans cette direction et c'est extrêmement important comme question. La coopération ne peut pas être qu'économique, il faut qu'elle soit plus large et que l'économie s'inscrive dans ce cadre plus large. Alexis. Exactement. Et c'est pour ça que l'Allemagne n'est pas un leader en Europe. C'est parce qu'il y a une absence de réponse par rapport à la question militaire. Il y a une absence de réponse par rapport à la compétition technologique des États-Unis et de la Chine. Et il y a une absence de réponse quant à la redistribution au niveau social et au niveau européen. Pour toutes ces raisons, l'Allemagne ne peut pas jouer le rôle de leader. On en revient à cette question de la définition des biens communs et des objectifs de politique économique au niveau européen. Tant que l'Allemagne ne proposera pas des solutions de long terme à ce niveau-là, on ne pourra pas considérer ce pays-là comme étant leader en Europe. Yes. Alors, leader, en effet, ça dépend leader de quoi. Donc, à l'international, bon, sur le militaire, je suis un peu moins optimiste que Patrick. Je pense que c'est un énorme tabou. Ça reste un énorme tabou. Mais on a vu une évolution importante sur le thème de la souveraineté, qui était aussi un autre tabou. Et moi, j'ai vu vraiment les choses changer au moment des discussions sur la souveraineté numérique et les écoutes. Donc, quand les Allemands se sont rendus compte que les Américains... Angela Merkel était écoutée, mais pas aux États-Unis. Je pense que ça a été une prise de conscience terrible du besoin d'une souveraineté européenne dans le domaine. Et je pense que si on a abouti quand même relativement vite sur le règlement de protection des données, c'est parce que l'Allemagne a été assez leader là-dessus. Maintenant, on attend un peu ce qui va se passer sur l'énergie. Puisque aujourd'hui, donc, les relations avec la Russie sont quand même assez abîmées entre l'Allemagne et la Russie. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur la politique énergétique de l'Allemagne, dont on sait qu'elle est très divergente par rapport à la France? Je pense que ça va être un jalon important sur le chemin d'une forme de souveraineté européenne qu'on a dans le domaine monétaire, pas complètement, parce que, comme le disait Patrick, l'euro ne joue pas toute sa place, tout son rôle sur la sphère internationale, y compris il y a aussi la question de l'extraterritorialité qui reste. Donc l'Europe n'a pas résolu le problème encore. Donc il y a un certain nombre de dossiers devant nous, majeurs, et donc il ne faudrait pas réduire le leadership à simplement la question militaire, même si je comprends bien que c'est un élément important. Sylvain, sur cette question, tu évoquais Nord Stream tout à l'heure, de projet de gazoduc devant amener du gaz de Russie, sur lequel évidemment il y a un gros point d'interrogation. Quel rôle pour l'Allemagne, quelle volonté d'assumer un rôle accru au-delà de l'économie, mais ça détermine aussi l'économie sur la scène internationale? Aujourd'hui, je pense que l'Allemagne a déjà fait beaucoup. La chancelière allemande fait très attention à ce qu'elle fait, cherche le compromis et ne va pas tellement au-delà. On verra ce que le prochain chancelier allemand, quelle sera sa sensibilité par rapport à ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est 2 points. Un, sur l'internationalisation de l'euro, l'Allemagne semble avoir accepté la position de l'Union européenne.
et qui n'était pas celle de la Bundesbank, à savoir on veut développer l'internationalisation de l'euro. En revanche, je ne suis pas persuadé que l'Allemagne souhaite développer l'internationalisation de l'euro par la question du safe asset. Il y a d'autres moyens pour y parvenir. Il y a la libellisation des contrats Airbus en euros plutôt qu'en dollars. Il y a le développement des paiements instantanés pour l'industrie bancaire européenne. Il y a l'union des marchés de capitaux. Il y a plein d'initiatives qui peuvent aider un petit peu à l'internationalisation de l'euro. Il y a les taux d'intérêt aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, le seul point par lequel l'euro s'internationalise, c'est les prêts transfrontaliers, et c'est lié au fait que l'euro est devenu une devise de carry, une devise d'endettement. Donc voilà, oui, on accepte un petit peu, mais on ne va pas très loin. Et sur l'autre question, je pense, qui va être intéressante, c'est la place que va prendre l'Europe sur la scène internationale. Est-ce que l'Europe va se contenter toujours de vivre ce monde bipolaire qui est façonné par la Chine et les États-Unis, et où l'Europe est grosso modo absente, ou est-ce qu'on essaye au contraire d'imposer les valeurs européennes? Et là, l'Allemagne a un grand rôle à jouer en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne le multilatéralisme, et choses comme ça. Là, je pense que l'Allemagne peut jouer un rôle effectivement du fait de son poids économique et politique. Mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre du prochain chancelier. Xavier ? Moi, je pense qu'il faudra peut-être encore quelques temps et peut-être une nouvelle génération politique en Allemagne, mais on est dans l'environnement de l'intérêt bien pensé. Forcément, il y aura une insertion politique internationale plus grande de l'Allemagne. On est dans un monde quand même où la géopolitique domine tout. Et je pense qu'il faut penser que le projet ordolibéral allemand avait une expression internationale avec ce qu'on appelait le multilatéralisme, avec l'OMC, avec les accords de Paris, l'idée de règles universelles pour assurer la paix perpétuelle par le commerce. C'était ça un peu ce qu'on appelait la mondialisation. Et l'OMC et la baisse des tarifs douaniers mondiaux était une perspective de paix perpétuelle quasiment sans qu'ancien du terme. Ça, c'est fini. On est maintenant avec des États qui utilisent l'économie comme instrument de leur puissance. La Chine et les États-Unis. Donc je pense que la vision internationale de l'Allemagne est percutée directement par le retour de la puissance. Donc forcément, l'Allemagne a eu à faire des expériences concrètes pour négocier des tarifs sur les véhicules aux États-Unis, pour gérer l'embargo iranien, pour gérer le problème turc. L'Allemagne est en train de se confronter à la politique, à la géopolitique. Et je pense que l'Allemagne va évoluer sur ces sujets. Donc effectivement, sur la dimension de la projection extérieure de la puissance, elle laisse ça à la France, parce qu'on a l'arme atomique. Avant, c'était l'accord avec l'Angleterre, qui avait aussi une vision géopolitique forte, comme la France, parce que c'est des anciens empires coloniaux. Donc, pour l'instant, il y a une sorte d'externalisation de cette pensée géopolitique et géomilitaire à la France. Mais je pense que ça va évoluer. Et je pense que l'Europe va devenir une Europe puissance. Parce que je pense que, pas pour des raisons idéologiques, mais même pour l'intérêt allemand strict, leur capacité de négocier des accords commerciaux, ils auront besoin d'une puissance. Donc je pense qu'ils vont réinvestir dans la zone euro et qu'il y a des chances, petit à petit, que l'euro devienne une réserve internationale, encore plus que ce que c'est aujourd'hui, soit parce que le dollar s'effondre, soit parce que c'est l'intérêt bien compris des acteurs et que l'Allemagne va s'exprimer sur ce point-là contre l'avis de certains, notamment la Bundesbank, qui est vraiment l'Allemagne il y a 40 ans, quoi. Alors, on a évoqué cette Allemagne qui a changé en économie, qui a changé au-delà, qui pourrait changer davantage, c'est ce qu'on vient d'aborder. Le temps de ces échanges va bientôt toucher à son terme. Je voudrais vous poser une dernière question. On a beaucoup parlé de règles pendant ces échanges. À l'avenir, sur quoi l'Allemagne voudra s'en tenir? Quelle est la règle qu'elle ne voudra pas dépasser? Oui, la ligne rouge. On a parlé de ligne rouge. Vous avez 2 ou 3 employés d'expression. Quelle sera la ligne rouge importante pour l'Allemagne là, en revenant à l'économie? Alexis? Moi, je pense que s'il y a une question sur laquelle on doit s'inspirer de la politique économique allemande, c'est le conservatisme au niveau de la dette publique.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, on évolue dans un monde de complaisance généralisée sur l'accroissement de la dette publique, qui annonce en fait des perturbations fondamentales de l'économie dans le futur. Il n'y a pas uniquement en fait un accroissement massif de la dette publique à l'heure actuelle. Je comprends les raisons pour lesquelles on met en place des mécanismes de soutien à la demande dans le contexte actuel. Mais par contre, il faut réfléchir vraiment à la question de la stabilisation de la dette dans le futur. Et ce dont on peut s'inspirer en ce qui concerne la politique économique allemande, c'est cette espèce de conservatisme sur la dette, sur cette priorité donnée à la stabilité de cette dette. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi... Mais avec une règle qui peut être différente des règles qu'on avait fixées auparavant ? Oui, tout à fait. Je ne connais pas le framework, le mécanisme d'ensemble de coordination qui pourrait avoir qui pourrait aboutir à une meilleure gestion de la dette. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a des phénomènes de contagion entre l'accumulation de dette au niveau public et l'accumulation de dette au niveau privé. Et ce qu'on observe, c'est une fragilisation aussi du tissu de crédit au niveau européen. Il y a des déséquilibres au niveau de la dette publique, mais il y a des déséquilibres fondamentaux aussi au niveau de la dette des entreprises non financières. Et donc ça représente selon moi une fragilisation très importante du tissu industriel européen, ce qui pose des questions sur la viabilité du système économique européen dans le futur. Donc pour moi, la question primordiale, c'est la question de la stabilité de la dette. Pour conclure sur cette question, juste un élément. Oui. Juste un élément, on a l'impression que émettre de la dette au niveau commun, c'est un peu la solution à tout et que ça va venir réduire en fait le niveau de la prime de risque qui pèse sur les dettes européennes. On a démontré avec des modèles chez nous que effectivement il y a déjà eu des phases dans le passé où il y a eu une émission synchronisée de dette au niveau public et généralement cette émission synchronisée de dette publique non disons spontanée, non explicitement coordonnée, a abouti à un élargissement des spreads 1 an ou 2 ans plus tard. Donc le risque souverain n'a pas du tout disparu parce qu'on émet de la dette publique. Ce n'est pas du tout une panacée. Donc ligne rouge de la dette. Sylvain, la ligne rouge des années à venir côté Allemagne, c'est quoi ? Une seule. S'il doit y en avoir une, et pour ne pas évoquer les questions migratoires sur lesquelles je pense que l'Allemagne vraiment demande beaucoup à ses partenaires, je pense que la ligne rouge que l'Allemagne ne franchira pas, c'est celle de mettre la charrue avant les bœufs en termes d'intégration budgétaire européenne. C'est-à-dire qu'on ne fera pas on n'est pas dans un moment pleinement hamiltonien avec le Next Gen, c'est assez clair. Mais on ne fera pas de rebond, on n'aura pas de budget commun tant que les Européens ne se sont pas rassis autour de la table pour rediscuter des règles européennes diverses, que ce soit en termes budgétaires, que ce soit en termes d'union bancaire et d'union des marchés de capitaux. Merci. Xavier, en quelques mots vraiment. Quelques mots vraiment. Aussi la dimension budgétaire, mais pas pour le risque d'endettement public global aujourd'hui. Je suis de ceux qui tentent encore à le minimiser, je pourrais y revenir là-dessus, mais essentiellement du fait du problème italien. L'Italie est à 130% de dette publique sur PIB, elle est à 160%. On ne sait pas où va l'Italie en matière de dette sur PIB. Et si jamais il y a un problème, un incident d'émission italienne, tout vacille. Donc je pense pour la question spécifique italienne, effectivement, et puis aussi la stabilisation globale des dettes, bien sûr. Mais il faudra un moment où on se pose, on essaie de réfléchir de manière intelligente à la consolidation de ces dettes européennes pour envisager une solidarité pour aller à un échelon supplémentaire au-delà de ce qui a été fait dans cette crise. Donc la dette aussi. Patrick ? Le niveau de vie des retraités. C'est le seul souci finalement de la politique économique de l'Allemagne. Et donc la ligne rouge, c'est ne rien faire qui affaiblit ce niveau de vie des retraités. Il y a une hostilité au taux d'intérêt négatif en Allemagne quand même extraordinairement violente. L'assurance vie allemande ne va quand même pas très bien, je ne devrais pas dire ça là, mais et puis la dette, quoi, qui est pour les Allemands une charge sur les générations futures, même si c'est pas vrai quand elle est achetée par la Banque centrale, mais ils le savent pas que c'est pas vrai. Donc je crois que la limite du lâcher des règles de la politique économique, ça sera la mise en cause du niveau de vie des retraités allemands qui sont quand même la force politique majeure en Allemagne. Agnès ? Oui, alors je suis assez d'accord sur la question budgétaire. Pour eux, donc la période actuelle, c'est vraiment un peu une parenthèse. Je pense qu'ils seront prêts à revoir avec nous la règle de dette, parce que, il faut savoir que si l'Italie sort avec 100 points de PIB de dette en trop par rapport aux 60% de Maastricht, ça veut dire que tous les ans, il faut théoriquement qu'elle réduise de 5 points
la dette publique, ce qui est vraiment inimaginable. Donc, je pense que ça, c'est le principe de réalité. Maintenant, ça n'est pas un moment hamiltonien au sens où il n'y a pas de mise en commun des dettes passées, contrairement à ce qui s'était passé au moment aux États-Unis. Donc, voilà, chacun chez soi avec ses dettes, son fardeau, et on avance ensemble. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas oublier, que ça reste un pays fédéral, avec beaucoup de pouvoir au niveau des lenders. Par exemple, si on voit les blocages aujourd'hui sur l'union bancaire, une grande partie est liée à ça, les banques régionales, et donc la volonté de l'État fédéral de ne pas empiéter sur le pouvoir des lenders, je pense que c'est quelque chose aussi assez dur dans l'esprit allemand. Merci à vous cinq. La question initiale posée, c'était Allemagne, zone euro, entre conflit et coopération. On voit qu'il reste des éléments de conflit, mais on voit aussi toute une série de forces qui poussent à la coopération. Et moi, c'est ce que je retiendrai en tout cas de ces échanges. Merci à tous.